Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse étoilée. Pour ce mois de juillet, tu pourras profiter de la Voie lactée, d'un joli duo planétaire dans le ciel et de timides étoiles filantes pour annoncer le retour des Perséides le mois prochain. Bonjour et bienvenue dans la parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Jupin. Comme à l'accoutumée, tu retrouveras dans ce 45e épisode l'agenda céleste du mois, suivi des éphémérides planétaires et lunaires, avant de terminer par mes idées d'observation. L'agenda du ciel, au jour le jour. Débutons cet agenda céleste avec la Voie lactée, qui s'étire de Cassiopée au Scorpion. Elle forme dans un ciel dénué de pollution lumineuse une splendide arche galactique avec ses piliers côté Sagittaire et Scorpion. Cependant, au nord de la France, la nuit ne sera pas totalement noire en début de mois, altérant la vision de la portion septentrionale de notre galaxie. Le cœur de notre galaxie est situé entre le Sagittaire et le Scorpion, et juillet est le meilleur moment de l'année pour observer ou photographier les nébuleuses de cette partie sud de notre Voie lactée. Le 3 juillet, la Terre est au plus loin du Soleil, ce que l'on nomme l'aphélie, et tu seras éloigné de lui de 152 87 737 km. Cette date n'est pas fixe et peut se produire du 2 au 6 juillet, et tu noteras que cette distance n'explique absolument pas les saisons. D'ailleurs, dans l'hémisphère austral, c'est l'hiver. Les saisons sont dues à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique. Le 10 juillet, entre minuit 45 et minuit 48, le satellite Tétis éclipse partiellement Encelade, dont la luminosité diminuera de 0,08 magnitude. Puis, entre 2h13 et 2h17, c'est au tour de Mimas d'éclipser partiellement Rhea avec une diminution de magnitude un petit peu supérieure de 0,2. A noter que ces observations sont à réserver aux possesseurs de très grosses focales et d'un ciel peu turbulent car ce sont des observations très compliquées à faire. Pour rester dans ce domaine, terminons avec l'éclipse partielle d'Encelade par Mimas le 27 juillet entre 22h49 et 22h50 avec une diminution de la magnitude un petit peu plus notable de 1,5. Le 25 juillet, c'est l'opposition de la planète naine Pluton, donc la période idéale pour la mettre en évidence grâce à des moyens photographiques. En effet, avec sa magnitude de 14, elle n'est quasiment pas accessible avec nos moyens d'amateurs, sauf avec un très grand diamètre et un très bon ciel. Enfin, pour terminer ce chapitre et le mois de juillet, entre le 28 et le 31 juillet, c'est le maximum de l'essaim météoritique des deltas aquarides sud. Ces dernières années, le taux horaire était plus proche des 25 météores par heure que les 15 à 20 météores par heure généralement documentés par le passé. Le radian est situé proche de l'étoile Delta Aquaride dans le Verseau, et cette année, la Lune ne sera pas gênante pour les observations, alors profitez-en. La visibilité des planètes. Commençons par Mercure qui est observable le soir au ras de l'horizon ouest-nord-ouest. Elle se repère facilement aux jumelles puis à l'œil nu jusqu'au 10 juillet, date qui clôturera sa belle fenêtre d'observation. Sous les tropiques, les conditions sont excellentes du fait de la perpendicularité de l'écliptique par rapport à l'horizon. Elle sera visible jusqu'à la mi-juillet. Profitez-en, car les habitués de ces éphémérides mensuelles savent combien Mercure est délicate à observer. Pour Vénus, elle brille superbement dans le ciel du matin. En début de mois, tu pourras suivre chaque matin sa trajectoire allant du sud des Pléiades le 4 juillet jusqu'à Aldébaran à la mi-juillet. Sous les tropiques,
les conditions d'observation sont excellentes pendant tout le mois. S'éloignant de nous, sa taille diminue et son éclat aussi, mais cela sera encore peu marqué ce mois-ci et elle restera éclatante dans le ciel matinal. Pour Mars, elle est repérable le soir en début de soirée, mais sa luminosité se noie chaque jour davantage dans les lueurs du crépuscule et sera chaque soir un petit peu plus délicate à repérer. C'est valable aussi sous les tropiques, même si sa période de repérage sera un petit peu plus longue du fait de la perpendicularité de l'écliptique par rapport à l'horizon. La géante gazeuse Jupiter, après sa conjonction solaire le mois dernier, sera de nouveau repérable aux jumelles sur l'horizon est environ 1 heure avant le lever du soleil dès la mi-juillet, et cela s'améliorera rapidement jusqu'à la fin du mois. Sous les tropiques, du fait de la position de l'écliptique par rapport à l'horizon, les conditions d'observation seront déjà pas mal dès la mi-juillet. Pour la planète Saturne, elle s'observe en seconde partie de nuit, elle se lève dès le milieu de nuit et son éclat augmente légèrement ce mois-ci. Elle culminera à presque 45 degrés au-dessus de l'horizon dans la constellation des Poissons. Ce mois-ci, tu pourras te régaler avec les phénomènes mutuels d'occultation éclipse entre les satellites de Saturne. J'en ai parlé dans l'agenda céleste du mois. Cela se produit aux alentours de l'équinoxe saturnien qui s'est produit le 7 mai dernier et s'étend jusqu'au 24 février 2026. Mais seuls quelques-uns de ces phénomènes seront visibles depuis l'Europe et les territoires ultramarins français. Elle commence sa rétrogradation annuelle d'une durée de 138 jours le 13 juillet. Sous les tropiques, les conditions d'observation, y compris dans des instruments, sont excellentes à cause de l'écliptique. Uranus est de nouveau repérable dans le Taureau dès la mi-juillet dans le ciel du matin, mais sa période d'observation sera très courte avant que les premières lueurs de l'aube déboulent. Il faudra attendre encore quelques mois pour l'observer dans de bonnes conditions. La plus éloignée des planètes, Neptune, s'éloignant du Soleil, elle redevient observable dans de bonnes conditions. Tu la trouveras aux côtés de Saturne, environ 1 degré au-dessus de ses anneaux, quasiment tout le mois. Là, tu n'as aucune excuse pour me dire qu'elle est trop dure à repérer. Elle commence sa rétrogradation annuelle d'une durée de 158 jours, dès le 4 juillet. Pour finir, toutes ces planètes orbitent autour du Soleil. Il sortira de la constellation des Gémeaux le 20 juillet pour rejoindre celle du Cancer. Ce mois-ci, les jours diminuent de nouveau et les astronomes auront le droit à environ 4 heures de nuit astronomique pour leurs observations. Les éphémérides lunaires. Ce mois de juillet débutera avec un quasi premier quartier de lune. Le mercredi 2, ce sera le premier quartier, visible dans la constellation de la Vierge. Le jeudi 10, ce sera une pleine lune dans la constellation du Sagittaire. Elle est ce mois-ci surnommée la pleine lune du Cerf, car c'est le pic de l'été, et à cette époque, les bois des cerfs mâles achèvent leur croissance et forment de magnifiques ramures. Le dernier quartier aura lieu le vendredi 18 dans la constellation des Poissons. Et nous terminerons le mois avec une nouvelle lune le jeudi 24 juillet dans la constellation du Cancer. Le 3 juillet, la grosse lune gibbeuse est en conjonction avec l'étoile Spica de la Vierge. Tu pourras en première partie de nuit observer ce duo céleste à l'œil nu et aux jumelles, les deux astres étant séparés d'un peu plus d'1 diamètre lunaire. Ce même spectacle se reproduira le 31 juillet. Le 7 juillet, la lune gibbeuse sera en conjonction avec l'étoile Antares dans le Scorpion. Tu pourras en début de nuit observer le lever du duo céleste à l'œil nu, mais aussi aux jumelles. Le 16 juillet, le matin, la lune sera en conjonction avec Saturne, les deux astres étant séparés d'environ 2 degrés. Environ 2 heures avant le lever du soleil, observez ce duo céleste vers l'horizon sud-est. Ce qui sera beaucoup moins bien visible, c'est la planète Neptune qui est visuellement environ 1 degré de Saturne. Il vous faudra des jumelles pour tenter de la repérer. Autre chose à repérer, à l'œil nu et sans jumelles,
c'est le bouton pour s'abonner au podcast et ne rater aucun des futurs épisodes. Le 20 juillet au petit matin, la Lune est en conjonction avec les Pléiades. Même si la Lune ne traversera pas l'amas, le spectacle n'en sera pas moins magnifique dans des jumelles notamment de type yeux de hibou. Dans ce dernier cas, vous pourrez même apprécier la planète Uranus à l'aplomb de la Lune. Le 21 juillet au petit matin, le croissant de Lune est en conjonction avec Vénus. Un spectacle magnifique à observer à l'œil nu, mais pas aux jumelles, les deux astres étant trop éloignés l'un de l'autre. En prime, la Lune offrira une jolie lumière cendrée, contrastant avec l'éclat vénusien. Le 24 juillet, le ridicule dernier croissant lunaire se lève juste avant Jupiter, environ 1 heure avant le lever du Soleil. C'est une belle observation pour saluer le retour de Jupiter dans le ciel matinal. Pour clôturer ce chapitre, le 28 juillet au crépuscule, le croissant de Lune est en conjonction avec Mars. L'éclat martien sera très faible et il te faudra t'aider 2 jumelles pour faire l'observation. De surcroît si la brume de chaleur squatte ton horizon ouest. En Antarctique, Mars sera occulté par la Lune, mais pas sûr que cela concerne la majeure partie de mon auditoire. Mes idées d'observation. La partie bien visible du zodiaque s'étendra du Cancer qui sombre rapidement dans les dernières lueurs du crépuscule et jusqu'au Bélier qui refait surface en toute fin de nuit dans les premières lueurs du jour. En milieu de nuit et en milieu de mois, la constellation du Cygne est accrochée au zénith, entourée du Dragon, de Céphée, du Lézard, du Petit Renard et de la Lyre. Je ne reviendrai pas dans cette partie sur les classiques de l'été que j'ai abordés dans l'épisode spécial sur le ciel de l'été, justement pour alléger ces éphémérides. Dans le Scorpion, je te propose 2 amas globulaires, le premier étant M44, visible avec des jumelles comme une tache diffuse. Un télescope de 10 cm de diamètre permet déjà d'y résoudre de nombreuses étoiles et d'observer sa forme barrée caractéristique. En Europe, la faible élévation du Scorpion rend son observation plus délicate, notamment en cas de brume de chaleur dans les basses couches de l'atmosphère. Encore dans le Scorpion, se trouve un autre amas globulaire méconnu, M80. C'est l'un des plus denses que l'on connaisse, difficilement visible aux jumelles, il nécessite un télescope d'au moins 200 mm de diamètre pour l'apprécier. De même que pour M4, sa faible hauteur dans le ciel en Europe ne facilite pas les observations, mais ces 2 amas sont de toute beauté sous les tropiques. Continuons avec le petit nuage du Sagittaire, M24, qui n'est ni un amas d'étoiles, ni une galaxie brillante ou une nébuleuse, mais plutôt un vaste nuage d'étoiles et de poussière galactique. C'est la plus grande concentration d'étoiles individuelles visibles aux jumelles, quelques milliers visibles dans le champ de ton instrument. Dans des jumelles, y compris de type yeux de hibou, c'est le décollement de rétine assuré. Pour le repérer, tu le trouveras sans difficulté, à l'œil nu, au nord du Sagittaire, au-dessus du chapeau de la théière. Aux jumelles, je te propose d'observer les nébuleuses M8 et M20, respectivement la nébuleuse du Lagon et de la Trifide. Situées dans la constellation du Sagittaire, ces nébuleuses sont une combinaison d'une nébuleuse en émission et d'un amas ouvert d'étoiles. Aux jumelles, tu pourras apprécier les structures nébuleuses ainsi que les étoiles environnantes, mais sous réserve d'un ciel pas trop pollué par les lumières citadines. Autrement, rabat-toi sur le splendide amas globulaire M55 qui, malgré sa faible hauteur sur l'horizon, en Europe tout du moins, n'est cependant pas à négliger et reste l'un des amas globulaires les plus faciles à résoudre en étoiles. Pour avoir une chance de l'observer, il faut privilégier son passage au méridien, car situé dans une zone dépourvue d'étoiles repères nettement visibles. Le repérage de l'amas est assez délicat et une carte précise de la zone, ou un instrument de type GOTO sera une aide précieuse. Sous les tropiques, du fait qu'il est haut perché sur l'horizon, il est de toute beauté.
Entre les constellations de la Lyre et de l'Aigle se trouve la constellation de la Flèche, qui abrite un amas globulaire fort joli et méconnu, M71. Je dis amas globulaire, mais c'est cependant l'un des moins denses que l'on connaisse, à tel point que les astronomes ont longtemps hésité entre amas globulaire ou ouvert. Bien sûr, les objets présentés le mois dernier et dans l'épisode de juillet de l'an dernier restent en grande partie d'actualité, et si tu ne l'as pas déjà écouté, je te renvoie vers l'épisode sur le ciel d'été pour découvrir les grands classiques estivaux. C'était La Parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Si tu l'as apprécié et que tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à le partager ainsi que de t'abonner au podcast ou à la newsletter. Ce mois-ci sortira un épisode un peu spécial pour fêter les 3 ans de la parenthèse étoilée, et il prendra la forme d'une réponse aux multiples et diverses questions que vous m'avez posées. Pour conclure, reste curieux, reste émerveillé, et n'oublie pas de lever les yeux et d'admirer les étoiles, même pour quelques minutes, même à l'œil nu.